Santé et sécurité mag avec Céline Nguessan. Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de Santé et Sécurité Mag, votre magazine mensuel de formation, d'information et de sensibilisation à la prévention des risques professionnels. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons en cet après-midi pour vous parler des accidents de travail. Avec l'aide de notre expert du jour, nous vous éclairerons sur ce sujet qui intéresse tous les travailleurs. Il s'agit de M. Abelzier Koulibaly, contrôleur en prévention. Santé et sécurité mag. Bonsoir monsieur. Bonsoir Céline. Et merci de votre disponibilité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous, c'est quoi un accident de travail? Alors, pour définir l'accident du travail, nous allons commencer par définir l'accident. Alors, nous savons que l'accident, c'est un événement soudain, brusque et indésirable qui survient et occasionne des lésions. Et aussi, il peut occasionner des dégâts matériels. Alors, quand il s'agit maintenant d'accident du travail, nous avons couplé l'accident et le travail. De façon plus simple, on pourrait dire que c'est l'accident qui survient pendant que nous travaillons. Mais on ne va pas se limiter à cette définition. Il faut se référer à des textes. Que disent les textes en la matière? Alors, pour cela, nous allons nous appuyer sur le Code de prévention sociale, et notamment à son article 66. Et le Code de prévention sociale définit l'accident du travail comme suit. Est considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail. Premier aspect des choses. Donc, quel que soit ce que vous faites, s'il y a un lien avec votre activité professionnelle, c'est un accident de travail. Vous êtes dans votre entreprise en train d'exécuter une tâche, un accident survient, c'est un accident du travail. Vous êtes en train d'exécuter une activité professionnelle à l'extérieur de votre entreprise, c'est-à-dire sur un chantier qui appartient à votre entreprise, un accident survient, c'est un accident du travail. Premier aspect des choses. Deuxième aspect, l'accident est également considéré comme accident de travail, l'accident de trajet, c'est-à-dire l'accident qui survient pendant le trajet de la résidence du travailleur au lieu de son travail et vice-versa. Et cela dans la mesure où le trajet ou le parcours qu'il doit effectuer, c'est-à-dire que le travailleur doit effectuer, n'a ni été interrompu, ni détourné pour un motif personnel ou indépendant de sa volonté. Alors, comment il faut comprendre cela? Il faut comprendre cela comme ceci. Vous vous levez le matin et vous vous rendez au travail. Donc, dès que vous franchissez le portail de votre maison ou le seuil de votre appartement, vous êtes couvert jusqu'à franchir également le seuil du portail de votre entreprise. C'est ce qu'on va appeler le trajet protégé. Et réciproquement, quand vous descendez, après avoir exécuté définitivement votre travail pour la journée, donc pour certains c'est 17 heures, pour d'autres c'est 18 heures, pour ceux qui sont en car, ce sera 14 heures ou 22 heures ou 6 heures du matin, etc. Et vous quittez donc le service et vous vous rendez à la maison. Donc quand vous franchissez également le seuil de l'entreprise jusqu'à ce que vous franchissiez le seuil de votre maison, vous êtes protégé. Dans la mesure où vous n'avez nullement interrompu votre trajet, soit pour dire que je vais passer manger un poulet, prendre un sandwich, faire ceci, rendre visite, etc. En le faisant, vous détournez votre trajet. Ou bien vous l'interrompez, vous vous asseyez dans un cabaret pour passer du temps avec des amis. Vous avez interrompu votre trajet. Dans ces conditions, tout ce qui surviendra ne sera plus protégé et vous êtes en dehors donc, du trajet protégé parce que vous-même, vous êtes exclu par rapport à la définition du Code de prévention sociale. Et le troisième niveau qui est considéré également comme accident de trajet, c'est l'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l'employeur. Donc en application du Code du travail, mission, recrutement, déplacement. Donc nous sommes à Radio Espoir, nous sommes en fonction ici. Et pour les besoins de la cause, nous devons nous déplacer sur Aboisseau pour couvrir un événement. Alors, Radio Espoir nous met en mission. Donc quand nous allons, nous sommes couverts. Pendant que nous faisons le reportage, nous sommes couverts. Et quand nous revenons également, nous sommes couverts. Donc voici les trois notions qui apparaissent clairement dans ce que nous appelons un accident du travail. Selon vous, M. Koulibaly, qu'est-ce qui peut occasionner un accident de travail? Alors, pour répondre à cette question, nous allons regarder deux schémas. Le schéma qui nous est proposé par l'INRS, qui est un institut national de recherche en sécurité en France, et puis le schéma qui nous est proposé par les entreprises du secteur pétrolier. Alors, le schéma que nous propose l'INRS nous dit qu'un accident du travail a pour cause les individus,
la tâche, le matériel et le milieu. C'est ce que l'on a appelé Itamami. Tandis que dans le secteur pétrolier, on nous dit qu'un accident peut avoir pour origine ce qu'on appelait les PEM. Donc, les personnes qui peuvent être incriminées, l'équipement qui peut être mis en cause, le matériel et le milieu qui peuvent également être à l'origine de l'accident. Alors, vous comprenez que ces deux schémas sont pratiquement les mêmes. En ce sens où on retrouve l'individu, c'est-à-dire la personne, une cause humaine, le matériel, donc une cause liée au matériel, une cause liée à la tâche ou aux méthodes de travail, et une cause liée au milieu de travail. Alors, la cause liée à l'individu ou aux personnes peuvent avoir pour origine une défaillance sensorielle de l'individu. Il n'entend pas bien, il ne voit pas bien, donc du coup, il agit de façon approximative, d'où l'accident. Ça peut être dû également au fait que l'individu a très peu de connaissances sur le sujet sur lequel il travaille. Donc, il n'a pas de connaissances, il n'a pas de compétences, il n'a pas de qualification. Du coup, il est plus livré à lui-même dans sa tâche et s'expose davantage à un accident. Pour ce qui concerne la tâche, il faudra regarder les instructions, les procédures de travail. Est-ce que nous avons des procédures qui sont définies, qui s'appliquent à tout le monde? Est-ce que nous avons une méthodologie, une instruction de travail qui est bien claire? Ce sont des choses qu'il faudra regarder. Car quand ce n'est pas bien formulé, ça peut causer la confusion et du coup occasionner un accident. Nous avons le matériel qui doit être adapté à la tâche que nous exécutons. Parce que si on se retrouve à dire qu'on n'a pas de matériel, le matériel n'est pas adapté, on se débrouille, il ne faut pas être surpris qu'en se débrouillant, on soit victime d'un accident. Il faut avoir du matériel qui soit adapté. Vous devez couper, si c'est avec un massicot, il faut couper avec un massicot. Ou, bien entendu, les réglages de sécurité sont maintenus. Mais il ne faut pas chointer la sécurité et puis dire qu'on se débrouille. Santé et sécurité MAG. Le milieu également peut être à l'origine d'un accident. En ce sens où il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de fumée, donc ça baisse la visibilité. Et quand ça baisse la visibilité, qu'on doit circuler sur des allées, on peut trébucher et puis être victime d'un accident. Donc voici des éléments qui justifient, du moins qui expliquent les accidents qui peuvent survenir dans une entreprise. Quelles sont les conséquences de l'accident de travail sur la vie du travailleur? Alors, pour développer cet aspect, nous allons regarder les conséquences sur ce que j'ai appelé les 3 E. Employé, employeur et État. Au niveau de l'employé, il faut savoir qu'un accident de travail peut aller jusqu'à disloquer la famille. Nous avons eu des cas où la victime a été brûlée, donc une brûlée thermique du fait de la vapeur d'eau chaude. Elle a été tellement défigurée que ses enfants ne pouvaient le reconnaître, sa femme non plus n'a pu supporter le choc, la famille s'est disloquée. Nous avons des cas où la victime a été paralysée, donc elle ne pouvait plus satisfaire à certains besoins conjugaux. Cela a occasionné une séparation progressive des conjoints au point que la famille s'est disloquée. Mais ce sont des aspects liés à la famille. Il faut voir également les pertes au niveau financier. Alors, quand quelqu'un est victime d'un accident et qu'il se retrouve à la maison, parce qu'il ne se déplace plus pour aller au travail, parce qu'il n'exécute plus les heures supplémentaires des travaux à heures supplémentaires, il voit ses revenus baisser. Donc, vous avez votre salaire qui est brut, que vous percevez, et là, vous vous rendez compte qu'il y a une baisse de salaire par rapport à quand vous êtes en activité. Ça, c'est un fait, et du coup, votre pouvoir d'achat va baisser. Santé et sécurité MAG. Donc, ce sont des éléments qui apparaissent au niveau des conséquences pour l'employé, pour ne citer que cela. Alors, revenons au niveau de l'employeur. Quand un accident survient dans une entreprise, cet accident peut occasionner des dégâts matériels. Du coup, il faudra remplacer le matériel, il faudra payer le technicien qui va faire l'installation. Si il faut payer encore la commande quand ça vient d'un pays extérieur, donc vous voyez tous ces coûts liés au remplacement du matériel. C'est énorme. Il y a également le fait que les assureurs peuvent vous facturer plus parce que votre entreprise n'est pas sûre. Et quand elle n'est pas sûre, elle doit payer davantage. C'est la loi de l'assurance. Donc, cela également occasionne un coût. Mais il y a des coûts humains. Si votre entreprise est réputée faire beaucoup d'accidents, vous me direz quel bon technicien, quel bon ingénieur voudra travailler chez vous, sachant qu'il peut être victime d'un accident à tout moment. Il va penser à sauvegarder sa vie. Donc, il se peut que vous n'ayez pas la bonne personne pour faire votre travail, que vous soyez en train de mutiler des familles ou de tuer des travailleurs. Du coup, vous n'aurez plus de ressources humaines dans votre entreprise qui sera donc appelée à fermer.
Au niveau de l'État, nous avons également des conséquences. Les conséquences qui sont beaucoup plus financières. Parce que vous convenez avec moi que les impôts sont indexés au salaire. Si votre salaire est important, vous payez beaucoup plus d'impôts. Or, nous avons montré que quelqu'un qui est victime d'un accident voit son salaire baisser. Donc, du coup, les impôts vont baisser. Si tous les travailleurs de Côte d'Ivoire sont blessés et sont victimes d'un accident pour 1 mois, mais vous verrez combien cela va peser sur les finances de l'État. Alors, au niveau également des institutions qui ont un pouvoir confié par l'État, tel que la Caisse nationale de prévoyance sociale, quand il y a beaucoup d'accidents, cela amène donc l'institution à sortir beaucoup d'argent pour dépenser, du moins pour prendre en charge les victimes des accidents de travail. Donc, ça a un coût financier. Mais au-delà de ce fait, nous savons que notre pays ambitionne d'être émergent en 2020. Et c'est avec des personnes bien portantes qu'il faut le faire. Donc, il faut mettre tout en œuvre pour que les travailleurs soient en bonne santé, qu'ils évitent les accidents, qu'ils soient au travail pour que notre pays puisse aller à l'émergence. Quel est aujourd'hui en Côte d'Ivoire le niveau de vos indicateurs en termes d'accidents du travail? Alors, pour ce qui concerne cette question, nous allons dire que plusieurs réponses peuvent être données. Alors, pour ce qui concerne les travailleurs du secteur public, nous avons le service des pensions qui peut fournir des indicateurs concernant le nombre d'accidents par an, le coût de ces accidents et beaucoup d'autres informations qui peuvent leur être demandées. Ça, c'est un service qui concerne uniquement les fonctionnaires et agents de l'État. Vous avez également dans le secteur privé la Caisse nationale de prévoyance sociale qui centralise un certain nombre d'informations. Alors, ces informations concernent les travailleurs salariés, donc une partie également de la population, pour laquelle on peut donner également des informations. Et le plus gros lot, c'est le secteur dit informel, pour lequel nous n'avons pas véritablement d'indicateurs relatifs aux accidents qui surviennent, encore moins évaluer le coût. Toutefois, pour ce qui est de la route, l'OSER, l'Office de la sécurité routière, nous donne quand même des indications chaque année. Et à titre d'exemple, l'OSER nous dit que nous sommes à pratiquement 600 accidents chaque année. Et ils peuvent également donner le nombre de victimes qu'occasionne ce type d'accident. Mais revenons au secteur privé, particulièrement aux personnes qui sont affiliées à la Caisse nationale de prévoyance sociale. À ce niveau, il faut noter que chaque année, c'est environ 5000 accidents qui sont enregistrés. C'est-à-dire un accident toutes les 2 heures. C'est énorme. Et concernant les indicateurs technologiques, nous avons des valeurs qui sont à calculer, dont la formule a été proposée par le Bureau international du travail, ce que nous appelons les taux de fréquence, les taux de gravité. Et dans ce secteur-là, nous avons comme taux de fréquence 3,55 pour l'année écoulée 2015. C'est-à-dire que par million d'heures travaillées, nous observons 3,55 accidents. Vous comprenez que c'est énorme. Et en termes de gravité, on se retrouve à 0,022, ce qui voudrait dire que pour 1000 jours de travail, nous avons 0,022 jours perdus. Donc voilà quelques indicateurs que nous pouvons donner. Il y a également des indicateurs sur le coût des accidents concernant la réparation, la prise en charge et les rentes. Et à ce niveau, nous sommes à plus de 3 milliards pour les données que nous avons de 2012. Actuellement, nous devons être un peu plus au-delà, compte tenu du coût du plateau technique pour ce qui concerne la prise en charge et les soins. Donc voilà les indicateurs que nous pouvons donner qui concernent de façon spécifique le secteur privé. Dans quel domaine d'activité le taux est le plus élevé en termes d'accidents de travail? Alors, si nous restons toujours dans le secteur privé, nous avons identifié 5 secteurs d'activité dans lesquels ces indicateurs restent encore élevés. Alors, nous pouvons citer en premier lieu l'activité maritime, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme transit, tout ce qu'il y a comme activité au port, aussi bien dans la zone portuaire que les activités, que les entreprises qui interviennent dans ce secteur. C'est le premier, d'ailleurs, qui a les taux les plus élevés. À titre d'exemple, nous avons un taux de fréquence de 8,12, alors que vous voyez qu'au niveau national, nous sommes à un taux de fréquence de 3,55. Donc c'est vraiment élevé. On est pratiquement à 3 fois la valeur nationale. Donc c'est inquiétant. Nous avons ensuite le secteur du transport terrestre et aérien. Mais tout de suite, je vais vous rassurer que ces valeurs-là sont beaucoup plus importantes dans le secteur du transport terrestre. À titre d'exemple, le taux de fréquence ici est à 7,90, ce qui est encore élevé et dépasse largement d'au moins 2 fois la valeur nationale.
Nous avons également les exploitations forestières avec scierie, les industries manufacturières, c'est-à-dire toutes les entreprises qui nous font des chaussures, des seaux, etc., qui font en tout cas de la manufacture, qui transforment la matière première. Et enfin, le secteur de l'électricité générale, qui est le dernier, pour ce qui concerne les secteurs qui sont préoccupants et qui sont à au moins environ 2 fois la valeur nationale. Qu'est-ce qui est fait pour aider les employeurs et employés pour prévenir les accidents du travail? Alors, plusieurs actions sont mises en œuvre, mais principalement, il s'agira de faire le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation dans ces entreprises. D'où l'aspect contrôle. Et à la suite de ce contrôle, l'on peut dégager d'autres activités ou d'autres actions, notamment l'assistance à la méthodologie d'enquête et analyse des accidents, de sorte que quand les accidents surviennent dans ces entreprises-là, elles puissent faire une enquête, analyser l'accident et ensuite mettre en œuvre des propositions de sorte à éviter que de tels accidents ne se reproduisent. Donc ça, c'est une action qui se dégage du contrôle. Nous avons également l'aménagement des postes de travail, qui peut être fait. Un poste de travail est dangereux, un poste de travail présente des risques, il faut l'aménager de sorte à réduire au minimum les risques. Également, action qui est faite au profit de ces entreprises. Il y a aussi la formation, l'information et la sensibilisation qui sont faites pour des thématiques ou des problématiques identifiées dans ces entreprises. Alors, si dans le secteur du transport terrestre, on se rend compte que les accidents sont liés à l'excès de vitesse, on fera de la sensibilisation sur la vitesse et sur la conduite qu'on appelle la conduite défensive ou la conduite en toute prudence. Santé et sécurité MAG. Donc voilà quelques actions qui sont menées et ça, ce sont des actions qui découlent de l'activité de contrôle. Mais nonobstant ce fait, nous avons une activité qui vise à encourager les entreprises qui font des efforts. Si vous faites des accidents, nous sommes dit qu'en instituant un prix en sécurité et en santé au travail, cela devait permettre aux entreprises de s'engager dans la sécurité et la santé au travail, puisque les meilleurs exemples sont récompensés. Donc ça pourrait amener aussi les entreprises qui font beaucoup d'accidents à se ressaisir et à investir dans la prévention. De façon pratique, je suis une employée et sans le vouloir, je suis victime d'un accident dans l'exercice de ma fonction. Quel doit être mon premier réflexe? Alors, le premier réflexe, ce serait déjà les premiers soins. Vous êtes victime d'un accident, c'est dire que vous êtes blessé. Parce que s'il n'y a pas de lésion, on ne pourra pas parler d'accident de travail. Donc, il y a une lésion, il faut tout de suite chercher à recevoir les premiers soins. Et ces premiers soins-là sont à la charge de l'employeur. Alors, une fois que l'entreprise administre les premiers soins, il faut diriger la victime vers un centre de santé le plus proche. Et au mieux, un centre de santé qui est conventionné par la Caisse nationale de prévoyance sociale. De sorte que, en y allant, les soins soient aisément faits, mais en plus que dans la procédure de remboursement des indemnités journalières, cela pose le moins possible de problèmes. Et une fois que la victime est donc dans un centre de santé où elle est prise en charge, il faut revenir faire la déclaration et puis fournir les pièces nécessaires pour justifier l'accident, mais aussi pouvoir bénéficier des indemnités journalières ou des rentes quand il s'agit d'accidents plus importants, dont la gravité est importante. Parlez-nous aussi de la procédure pour bénéficier d'une indemnisation en cas d'accident de travail. Alors, en cas d'accident de travail, il faut savoir que la loi prévoit des délais, notamment pour l'employeur et pour la victime. La loi nous dit que l'employeur a 48 heures pour faire la déclaration. 48 heures ouvrables, bien entendu. C'est-à-dire que si l'accident survient le vendredi, du vendredi jusqu'au lundi sera comptabilisé comme un jour, et puis le mardi, ce sera donc les 48 heures. Donc, vous avez jusqu'à mardi pour faire la déclaration. Donc, 48 heures pour faire une déclaration pour ce qui concerne l'employeur. Mais quant au travailleur, la loi lui permet de faire la déclaration sur 2 ans. Cela voudra dire que vous êtes victime d'un accident. Malheureusement, la déclaration n'a pu être faite par l'employeur. Vous avez 2 ans pour faire la déclaration par vous-même. Passé ces 2 ans, vous êtes forclos. Vous n'avez plus la possibilité de faire des déclarations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait maintenant de fournir l'ensemble des pièces nécessaires pour la prise en charge de l'accident. Parce que quand on fait une déclaration, c'est bien entendu pour qu'on ait une prise en charge. Prise en charge en ce sens où on reçoit des soins dans un centre conventionné, ou bien quand on a été victime d'un arrêt de travail,
on puisse au moins percevoir ce qu'on appelle une indemnité journalière. Ou bien quand on est victime d'un accident avec amputation, donc avec un taux d'incapacité permanente partielle, on puisse bénéficier d'une rente. Donc il faudra fournir un ensemble de pièces nécessaires à l'exploitation de votre dossier accident. Alors, à titre d'exemple, on pourra citer le bulletin des salaires qu'il faudra fournir, et notamment le bulletin de salaire du mois précédent celui de l'accident ou de la rechute. Mais nous allons conserver celui de l'accident. Une attestation de reprise de travail après guérison ou consolidation. C'est-à-dire que vous êtes victime d'un accident. Si vous reprenez le service, c'est bien parce qu'un médecin vous a autorisé à le faire. Donc il faudrait que ce document-là soit joint au dossier. Un certificat médical de prolongation, s'il y a lieu, si le médecin estime que le premier arrêt de travail qui vous avait octroyé est insuffisant pour que vous récupériez, pour que vous ayez des forces pour reprendre le travail qui vous fait une prolongation, il faudra joindre ce document également. Un certificat médical de guérison ou de conciliation, ça c'est celui qui va dire de façon définitive, monsieur, vous avez été victime d'un accident, voici le document qui atteste que vous êtes guéri, c'est-à-dire que vous êtes revenu à l'état initial. Ou on dira consolidé, tout simplement parce que vous avez perdu quelque chose de vous. Quelqu'un qui a eu une amputation, on ne pourra pas dire qu'il est guéri parce que le bras ne va pas repousser. On dira plutôt qu'il est consolidé. Donc, une attestation, un certificat médical de guérison ou de consolidation. Et enfin, un constat de police ou de gendarmerie quand il va s'agir d'un accident de trajet. Santé et sécurité MAG. Donc voilà de façon substantielle les documents que vous devez produire dans le cadre d'une procédure de déclaration d'un accident de travail en vue de bénéficier de l'indemnisation. Nous sommes au terme de notre entretien. Votre mot de fin? Alors, je voudrais une fois de plus inviter les employeurs, les travailleurs à s'investir dans la prévention. Quelle que soit l'indemnisation qui pourra être faite, sachez qu'un corps mutilé, un corps qui est consolidé, ne revient jamais à son état initial. Il reste entendu également que les accidents ont un coût pour la victime. La douleur ne peut se mesurer en francs CFA. Si jamais la victime perd la vie, ses ayants droit, comment est-ce que ces personnes vont vivre? Donc c'est autant de choses qui doivent nous amener à réfléchir et à nous poser cette question. Est-ce qu'on vient au travail pour gagner sa vie ou la perdre? Si on vient au travail pour gagner sa vie, travaillons donc en toute sécurité, respectons les consignes qui sont mises en place de sorte à vivre le plus longtemps possible dans notre entreprise en bonne santé et auprès des siens. Voici mon mot de fin. C'est sur ce mot de M. Abelzier Koulibaly, contrôleur en prévention, que prend fin ce 8e numéro de Santé et Sécurité MAG, votre magazine mensuel de formation, d'information et de sensibilisation à la prévention des risques professionnels. Avec lui, nous avons parlé des accidents de travail. Merci de votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 23 octobre 2016 pour un autre numéro de Santé et Sécurité MAG. D'ici là, que Dieu nous garde. Santé et sécurité MAG avec Céline Nguesson.